Voilà, on va parler de l'insécurité, dialogue, et aussi on va parler de la surtaxation en République démocratique du Congo. Alors, nous recevons pour vous M. Enoch Manoka. Bienvenue. Merci, M. Jean-David Kilolo. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent de part et d'autre. Voilà, vous êtes communicateur du parti politique Génération 4. Exactement. Et président national du mouvement citoyen Un Congo Nouveau. Ouais. Tout ça seulement vous. Exactement. Mais parce que nous pensons qu'il est plus que temps que la nouvelle génération puisse s'intéresser sur les questions politiques, parce que les questions politiques sont les questions de tout le monde, et les questions de tout le monde sont les questions politiques. Alors, votre parti politique Génération 4, pourquoi Génération 4 ? Voilà, Génération 4 parce que nous prenons l'unité autour de nos 4 langues. Vous avez les Tsholuba, les Lingala, les Kikongo et les Kiswahili. Parce que pour nous, nous pensons que le Congo ne doit pas tourner autour des individus. Et le Congo ne sera se développer sans l'unité. C'est comme ça que la Génération 4 prône d'une part l'unité de toute la classe politique de la République démocratique du Congo et d'autre part les travail. Parce que nous pensons que non seulement qu'on doit être unis, on doit également travailler pour faire émerger notre pays. Et l'émergence n'est que le résultat du travail. Et ce travail-là n'est pas que le fait de faire la politique. Parce qu'en République démocratique du Congo, on pense que le seul mécanisme pouvant permettre à une personne de devenir milliardaire, c'est d'être politicien et détourner les fonds du pays. Nous, dans la Génération 4, nous pensons que le Congo doit être vu, pas que dans l'aspect politique, mais également l'aspect de l'agriculture, par exemple. On encourage les jeunes à travailler, à entreprendre. Et c'est en ça que nous sommes contre la surtaxation. Parce que nous pensons que plus il y aura de taxes, moins il y aura d'entrepreneurs. Plus il y aura des conditions que les gens doivent répondre pour être entrepreneurs, moins il y aura d'entrepreneurs dans notre pays. Alors maintenant, comment vous voulez développer le pays sans taxes ? Voilà, nous savons que la taxe et l'impôt fait partie des domaines de la souveraineté de l'État, permettant à ces derniers de pouvoir émerger. Nous ne sommes pas contre la taxe. Ça, c'est une précision de taille. Mais par contre, nous pensons que la multiplicité des taxes qui, en principe, vous savez comment le mécanisme fiscal de notre pays fonctionne. Vous avez des agents qui perçoivent des taxes qui n'arrivent pas à destination. Mais la taxe n'a pas pour mission de décourager les gens à œuvrer dans le domaine économique. Alors, s'inscrivant dans cette occurrence, le président de mon parti, Génération 4, M. Gaston Fumutchama, avait adressé une correspondance au chef de l'État en date du 24 juillet, expliquant à ces derniers que, Monsieur le Président, écoutez, votre politique vise à augmenter le social de la population. Mais on ne peut pas atteindre cet objectif tant qu'il y aura une multiplicité de taxes. Alors, il est impérieux pour la République démocratique du Congo d'endiguer ces mesures-là. Et le président avait répondu favorablement en date du 5 septembre de l'année en cours en enjoignant un ordre auprès des membres du gouvernement pour leur dire que nous visons la souveraineté alimentaire de notre pays. Ce qui passera inéluctablement par des mesures qui pourront exonérer certains entrepreneurs des taxes. Parce que, M. Jean-David Kilolo, la taxe impacte sur le prix des biens et services. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, le principe, c'est la liberté en matière de fixation de prix. C'est cela le principe. Exception faite des domaines stratégiques de l'État, à l'occurrence l'eau, l'électricité et tout ce qui va avec. Mais également, dans certaines circonstances des calamités, le gouvernement peut fixer les prix de biens et services. Or, la fixation du prix répond également à certaines exigences. À l'occurrence, vous avez, lorsqu'un opérateur économique est appelé à fixer le prix, il y a d'abord le prix d'achat d'un produit. Il doit l'additionner aux charges. Quand on parle des charges, généralement, ça renvoie aux taxes, aux droits des douanes et tout ce qui va avec. Ce qui vous donne le prix de revient. Alors, pour maintenant calculer les prix de vente, il faudrait prendre le prix de revient ainsi que la marge bénéficiaire, ce qui vous donne le prix de vente d'un produit. Donc, ce qui fait que plus vous avez des charges à payer en termes de taxes, plus le prix de revient sera augmenté, et ce qui fait que la conséquence, les produits ou les biens et services vont avoir un prix exorbitant. C'est comme ça que nous avons proposé à ce qu'il y ait la suppression de certaines taxes qui ne valent pas la peine. Lorsque vous prenez les projets de loi de finances de 2026, vous allez voir certaines rubriques, à l'occurrence, si vous lisez l'article 10, certaines taxes qui ont été supprimées par la loi de finances rectificative de l'année 2025 ont été reprises dans le projet de loi de finances pour 2026. Alors, ce qui fait que, déjà, ça crée une réfiscalisation de certaines taxes qui ont été supprimées jadis, et ça ne permet pas aux opérateurs économiques de fixer les prix des biens et services tels qu'ils se doivent. Vous verrez, l'eau ici à Kinshasa, c'est à 500 francs. Lorsque vous partez ici à Bandundu, c'est à 1000 francs, 700 francs. Or,
le pays vise les sociales, le pays vise l'émergence. On ne peut pas émerger sans une économie forte. Alors, vous ne parlez pas que de la surtaxation, vous parlez aussi de l'insécurité. Exactement. Qu'est-ce que vous avez constaté? L'insécurité à Kinshasa ou sur toute l'étendue du territoire national? Monsieur Jean-David Kilolo, il n'y a pas de république sans sûreté. Parce que la première fonction d'un État, c'est d'abord d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Parce que l'État, c'est les Léviathans à qui on a légué nos libertés pour que ces derniers lui donnent la sécurité. Alors, lorsque l'État ne parvient pas à assurer la sécurité des citoyens, cet État disparaît par déliquescence. Parce que la fonction la plus fondamentale pour un État, c'est d'assurer la sécurité. Nous prenons le cas de la ville-province de Kinshasa. On a eu plusieurs opérations. À Kinshasa. À Kinshasa. Opération Zéro Kuluna, opération Nobo et tout ce qui va avec. Qui n'ont débouché à aucun résultat sur le terrain. Mais parce qu'il y a les ONG des droits de l'homme qui, à chaque fois, lorsqu'il y a des opérations, qui dénoncent et puis ça décourage même le gouvernement. Le problème, ce n'est même pas les ONG des droits de l'homme, c'est l'efficacité de ces opérations-là. Parce que, M. Jean-David, lorsqu'on veut éradiquer une criminalité, ça fait appel à ce qu'on appelle la politique criminelle, qui ne renvoie pas seulement au fait que vous devez envoyer des policiers sur le terrain pour qu'ils viennent arrêter des criminels, c'est également réfléchir autour de la résocialisation des délinquants que vous arrêtez. Parce que lorsque vous prenez un enfant, par exemple, de 15 ans, vous le ramenez à Makala, il devient encore plus criminel qu'il l'a été avant. Donc, et lorsque vous le sortez... Mais Makala, c'est les centres de rééducation. En quoi il sera criminel? Je pense que vous faites semblant d'ignorer la réalité. Non, parce je que vous pose la question. Vous savez que la prison centrale de Makala devient d'ailleurs les lieux où les criminels deviennent encore plus criminels qu'ils l'ont été avant. Parce que souvent, on a constaté que lorsqu'il y a des criminels qui partent à Makala, en sortant, ils sont dans la logique de faire de la récidive. C'est comme ça que nous voyons d'ailleurs le ministère de l'Intérieur. C'est d'ailleurs auprès du ministère de l'Intérieur qu'on est en train de se plaindre, parce que c'est à lui, au regard de l'ordonnance présidentielle qui fixe les attributions du ministère, d'assurer la sûreté en interne. Or, le ministre de l'Intérieur se préoccupe sur des questions pratiquement qui ne tiennent pas debout. Vous l'avez vu récemment demander à ce qu'on supprime les motions dans les assemblées provinciales. Alors que parmi les attributions qui lui reviennent, le ministre de l'Intérieur n'a pas compétence, n'a pas non plus une attribution qui lui permette de supprimer les motions. Encore que cela est contraire à la démocratie. On sait que cette suppression des motions violerait le mécanisme du régionalisme qui octroie l'autonomie des gestions dans les provinces. C'est comme ça que nous interpellons la République démocratique du Congo à pouvoir adopter une politique criminelle à long terme. Par exemple, réfléchir à la sécurité dans 2, 3, 4, 5 ans. On prend les grandes agglomérations de la République démocratique du Congo, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non seulement en matière de répression, mais également en matière de resocialisation des délinquants. Parce qu'après, quand vous faites 5 ans en prison, vous sortez, qu'est-ce que vous devenez? Parce que le Congo, l'État vous a pris 5 ans de liberté. Vous avez passé pratiquement votre jeunesse en étant en prison. C'est à l'État, sur le plan pénal, de vous aider qui est à vous responsable, resocialiser. c'est vous-même. Si à un certain temps, vous ne vous conduisez pas conséquemment, on vous arrête. Alors, ça, je n'en disconviens pas. Mais l'État également, parce que la peine, avec l'évolution du droit pénal, avec l'évolution du droit, n'a pas que pour fonction de vous fléger un mal. La peine a maintenant pour fonction de vous resocialiser, parce qu'on considère les délinquants comme étant un malade qu'il faudrait traiter. Or, lorsque vous mettez quelqu'un en prison et que vous ne garantissez pas les mécanismes qui permettront à cette personne, en sortant de la prison, de devenir un citoyen conforme aux normes de la société, rassurez-vous que vous faites ce qu'on appelle un cercle vicieux. On tourne en rond pour ne rien faire. Donc c'est ce que nous pensons de la génération 4. Et le président Gaston Foumoutiaba l'a toujours dit, que tant qu'il n'y aura pas de sécurité, cela impactera même dans l'aspect de l'investissement. Parce que dans un État où il n'y a pas de sécurité, rassurez-vous qu'il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas des domaines qui vont émerger, parce que la sécurité tient tous les domaines de la société en État. Alors, vous abordez aussi une question d'actualité, c'est lié au dialogue. Exactement. Et pour vous, c'est quel format? Dialogue sous SCC, Senko ou dialogue mode le président Tshisekedi qui veut assez qu'il n'y ait pas d'autres acteurs? Voilà, merci de la question. Je pense que des prime abord, je vais d'abord prendre un aspect. Monsieur Jean-David Kilolo, je pense que cette question du dialogue fait couler beaucoup d'encre et salive. Mais il y a d'abord un problème dans notre pays. C'est le problème du paradigme géopolitique et géostratégique de la diplomatie congolaise. Nous faisons ou nous commettons toujours la plus grosse erreur dans notre diplomatie, celle qui consiste à compter sur le même parrain que ceux de nos adversaires. Parce que lorsque vous prenez l'orbite diplomatique de notre pays, vous vous rendrez compte que la République démocratique du Congo se fie auprès de mêmes partenaires du Rwanda ou auprès de mêmes partenaires de ceux qui agressent
notre pays. Or, comme vous le savez bien, les relations internationales se basent sur la logique des intérêts. On ne peut pas penser résoudre un conflit qui a des ramifications internationales tout en comptant auprès des mêmes parrains que ceux du Rwanda. Encore que, vous le savez bien, dans l'histoire politique de la région des Grands Lacs, les rôles de la CIA, les rôles de la Mossad dans la dégradation de la paix dans la sous-région des Grands Lacs. Ce sont ces deux États qui ont participé en grande partie dans la dégradation de la paix dans le Grand Lac et qui ont fait du Rwanda ce qu'il est aujourd'hui. C'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Israël, c'est la France, c'est le Qatar, pratiquement tous ces États-là qui ont fait du Rwanda un pivot de la sous-région. Alors, chaque fois que nous tournerons auprès de ces gens-là, pensant que par leur entremise, on fera pression au Rwanda, rassurez-vous que nous allons échouer. Encore que, vous le savez mieux que moi, que le Rwanda utilise toujours une technique, des talk and fight. On va toujours vous lérer par des négociations et par après, vous allez vous rendre compte que ces gens-là continueront à mettre en branle la sûreté de notre pays. Alors, en ce qui concerne les dialogues en interne, nous pensons que si on regarde l'histoire politique du pays, il y a eu plusieurs dialogues à chaque fois qu'il y a insécurité dans notre pays. Plusieurs dialogues, mais qui n'ont eu que pour conséquence de faire de certains acteurs politiques de personnalité du pays. Vous vous rendez compte que lorsqu'on a été autrefois rebelle, vous partez dans une table de négociation, vous discutez, par après on vous voit ministre, premier ministre, député national et tout ce qui va avec. Ce qui créerait encore une sorte de frustration auprès de ceux et celles qui n'ont pas pris les armes. C'est comme ça que pour nous, nous pensons qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un avant-dialogue qui consisterait pour les différentes parties prenantes de se mettre d'accord sur le point qui feront l'objet de la discussion. Par exemple, on doit se dire clairement que pour nous, peu importe le fait qu'on va dialoguer, tous ceux qui ont dégradé la paix doivent être responsabilisés. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice transitionnelle. Il n'y a pas de justice transitionnelle sans l'arrestation, sans la réparation des victimes d'une guerre. C'est ce que nous nous proposons. Et nous pensons également que ces dialogues-là, il ne faut pas qu'on parte dans une logique chef de l'État, Senko et tout ce qui va avec. Nous prenons l'unité de la génération 4. Il faut qu'il y ait un dialogue, oui, mais un dialogue inclusif, mais un dialogue qui va non plus exonérer certains acteurs politiques qui ont participé à la dégradation de la paix. Parce que nous, la nouvelle génération, on a une impression qui consiste à croire que pour faire la politique au Congo, il faut avoir été une fois rebelle. Parce que 90% de la classe politique congolaise est constituée des anciens rebelles. À moi, vous me direz quoi? Monsieur, vous sortez de nulle part. Si vous êtes avec l'AFC, une fois à la table de négociation, peut-être demain je serai ministre de la Jeunesse. Vous voyez l'impression que nous avons au Congo? Mais lorsqu'on va implémenter une sorte de répression sévère de tous ceux qui prennent les armes contre le pays, rassurez-vous qu'on va, dans une certaine mesure, impacter en bien ce qui est de cette fléau. Alors pour vous, les dialogues, c'est quoi? Vous voulez quel genre de dialogue? Bon, nous voulons un dialogue inclusif. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent réfléchir dialogue Senko, dialogue président de la République. Nous avons une proposition. Avant qu'on puisse parler Senko ou avant qu'on puisse parler dialogue du chef de l'État, commençons d'abord par nous mettre d'accord sur ce qu'on doit faire comme discussion. C'est sur quoi porteront nos discussions. Tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur le point à l'ordre du jour, lors des dialogues, rassurez-vous qu'on parlera de tout sauf rien. Et que vous verrez des gens qui viendront dans le dialogue se faire débaucher, devenir des ministres, alors que ces gens-là étaient autrefois des rebelles. Et après quoi, peut-être nous autres ici, on sera aussi frustrés pour que demain on devienne des rebelles, et par après on parlera encore de Nanga bis ou de l'AFC bis. On ne veut plus de la guerre, mais on doit être sérieux envers nous-mêmes. Arrêtons ceux qui font la guerre. Ils doivent être arrêtés, jugés et condamnés parce que le mal ne doit pas être impuni dans une société démocratique. Voilà, merci beaucoup à vous, Enoch Manonga. Manoka, effectivement. Un jeune avec des idées bien précises et bien claires. Je pense qu'on a abordé toutes les questions. Et voilà, nous avons besoin de ces jeunes qui réfléchissent ainsi. Mais une fois au pouvoir, eh ben, vous allez vous comporter comme les autres. C'est le problème. Non, on a vu ici, il y a des jeunes qui avaient beaucoup de cheveux comme vous, là. Exactement. Comme vous, et puis arriver là-bas dans des magouilles, c'est compliqué. Non. Nous sommes de ceux qui avons appris. Il faut se distinguer. Exactement. Vous êtes jeune, essayez de vous distinguer. C'est-à-dire que ne posez pas les actes comme les autres là. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Merci pour voilà. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Tout à l'heure, ça sera la minute d'information en langue. Voilà, en langue. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.